Alors on va voir un peu le masquage dans Illustrator. Et ici je vais taper le mot mountain dans Google, parce que je vais rechercher des images de montagne, qui sont pratiques pour faire du masquage, parce qu'en fait il n'y a pas de sujet principal dans la photo, en fait c'est surtout ça qui est intéressant, mais évidemment ça marche avec n'importe quelle image, voire même des objets Illustrator. On va voir comment faire ça de deux manières, avec des objets Illustrator, après l'avoir vu avec une image pixel comme celle-ci. Vous remarquez que je n'ai pas indiqué public domaine entre guillemets, donc je vais forcément ici trouver des images que je n'ai pas le droit d'utiliser, elles sont sur le web, mais j'ai pas le droit de les utiliser. Donc je précise bien parce que on m'a déjà fait la remarque que si quelqu'un met une image sur le web, c'est forcément qu'il autorise son utilisation, mais pas du tout évidemment. Quand on fait des sites web, on fait ses propres images et on n'a pas envie que n'importe qui puisse les prendre et les utiliser. Donc une image qui est sur le web, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut l'utiliser. Mais donc, pour quand même filtrer, je vais filtrer les résultats, je veux dire ne voir que les images que j'ai le droit d'utiliser et utiliser pour des fins commerciales. Je vais aller dans les outils ici et dans droit d'usage. C'est l'autre manière de filtrer les résultats pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Et vous avez ici réutilisation et modification autorisée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Et là, il y a plus de chances que les résultats que je vois là, j'ai le droit de les utiliser. Il faudra quand même aller vérifier avant de vraiment utiliser l'image sérieusement pour faire un travail commercial. Il faudra quand même aller vérifier qu'elle est vraiment du domaine public, enfin, pas du domaine public, mais en tout cas en Creative Commons avec réutilisation et modification autorisée. Ça vous dit quelque chose, les Creative Commons? Ce sont des droits d'usage en fait. Hein. On rencontre ça souvent sur le web. Donc vous avez différents niveaux de Creative Commons. Vous avez ici attribution, donc voilà, signature de l'auteur initial obligatoire. Utilisation pour du non commercial, interdiction de tirer un profit commercial. Produits dérivés, donc c'est la modification. Et share alike, on peut le partager mais sans modification. Donc voilà, il y a différents niveaux, c'est ce qu'on retrouve là dans Google à cet endroit-ci. Vous avez par exemple réutilisation et modification autorisée, mais sans but commercial. Oui, donc vous aurez plus de résultats en principe, là. C'est moins restrictif que ce qu'on a choisi. Pour répondre à ta question, si tu fais un site web et que tu mets des images sur ton site web, il n'y a pas de possibilité d'empêcher les gens de prendre l'image. J'ai mis un petit truc copyright en dessous, mais je me sens un petit peu... Je pense que ça ne va pas empêcher certaines personnes de la prendre. Non, non. Ton petit signe copyright que tu mets sur l'image, mais c'est déjà bien, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen. Aucun moyen, puisqu'on sait même faire des copies d'écran de ce qu'on voit sur... Donc à partir du moment où une image est visible sur l'écran, il est possible de la prendre. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est par la recherche d'images dans Google, d'essayer de retrouver sur le web où se trouvent tes images, est-ce qu'elles ont été utilisées, volées par quelqu'un. Et ça, dans Google, ce sera en étant sur la page d'accueil de Google, en allant dans la partie images. Et là, tu vas pouvoir déplacer, avec Firefox, tu déplaces ton fichier d'image là-dedans, en format, un format compatible web, JPEG, PNG, hein, pas du PSD, donc pas du Photoshop, hein, ça ne marchera pas, mais un format compatible web, tu le déplaces là-dedans et il va te retrouver ton image partout où elle se trouve sur le web. Et dans certains navigateurs, il faut cliquer sur l'appareil photo. On ne peut pas faire un glisser-déposer, il faut cliquer sur l'appareil photo et aller importer une image de ton disque dur. Ah, c'est très intéressant. Également, si tu as une image sur ton ordinateur et tu veux savoir qui est l'auteur, d'où elle vient, qu'est-ce que ça représente, même si c'est pas toi qui l'as faite, évidemment, et tu peux la déplacer là et tu vas... C'est la recherche par image, en fait. Oui, oui, très intéressant. Il y a un autre système dans Photoshop qui consiste à mettre un watermark, un marquage invisible sur les images. Et
par Photoshop et par leur site du watermark, on peut rechercher les images sur le web. Donc dans ce cas-là, même si elles ont été redimensionnées, même si elles ont été recadrées, on arrive à les retrouver. Parce que le système de recherche ici d'images, pas de Google, dans le cas des images recadrées, ça peut faire foirer la chose. S'ils ont recadré, si la personne qui t'a volé les images a recadré, ça peut ne pas marcher, il peut ne pas retrouver ton image. Mais avec le watermark, mais c'est payant en fait. Hein. C'est inclus dans Photoshop, mais c'est un service payant en plus de pouvoir mettre sur ces images du watermark. Donc, c'est pas si compliqué. non, le watermark il reste, hein, même si tu réenregistres l'image, même l'image imprimée sur le papier. En la photographiant, on peut analyser pour voir quel est l'auteur. C'est inscrit dans l'image. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire que ça marche même sur des images imprimées et recadrées, ce watermark. Mais c'est un système payant qui existe depuis plus de 10 ans dans Photoshop. Hein. Il y a vraiment que les photographes qui seront intéressés par ça, en fait. L'infographiste lambda. Et de toute façon, il y a un problème, c'est qu'une fois que tu as repéré une personne à l'autre bout du monde qui a utilisé ton image sur son blog, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux lui envoyer un message pour lui dire de ne pas l'utiliser ou de te payer quelque chose, mais s'il ne veut pas, s'il ne répond pas, tu vas pas tenter un procès à quelqu'un à l'autre bout du monde qui a fait un blog avec ton image. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je vais faire un commande-clic, contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, sur le résultat qui m'intéresse. Je demande afficher l'image. Oui, parce que c'est une image ici de 5000 pixels sur 1000. Et ne faites pas l'erreur que beaucoup font. Télécharger l'image qui est là, c'est juste une prévisualisation. C'est petit. Donc, j'affiche bien l'image entière. Elle n'est pas assez grande pour montrer tout son détail sur mon écran. C'est pour ça qu'on a la petite loupe, en fait, hein, dans le navigateur web. Quand on clique, on a la possibilité de zoomer en avant. Au moment où vous téléchargez l'image, que vous soyez en zoom avant ou zoom arrière, n'a pas d'importance. Tous les pixels, les 5000 sur 1000, seront, dans mon cas ici, téléchargés. Voilà, c'est en train de télécharger. C'est déjà fait. Bon, c'est une image JPEG, malgré le nombre élevé de pixels, elle était au niveau taille de fichier assez légère, parce que le JPEG, ça compresse beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant de l'utiliser dans Illustrator, on va l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format Photoshop. Vous avez vraiment intérêt à faire ça. Quand vous utilisez des images pixels dans Illustrator, il vaut mieux que ce soit un format Photoshop. Même chose pour InDesign. Sauf si, bien sûr, on a une bonne raison de ne pas le faire, par exemple parce que je fais un catalogue avec 3000 images dans le catalogue, je peux utiliser du JPEG dans ce cas-là. Mais si c'est juste quelques images dans InDesign et Illustrator, je vais utiliser un format Photoshop qui a plein d'avantages. Ça va permettre par Photoshop, même quand l'image est déjà utilisée dans un document Illustrator ou InDesign, ça va permettre par Photoshop de modifier l'image par l'extérieur du logiciel Illustrator ou InDesign. Et si vous avez énormément d'images JPEG à convertir en Photoshop, évidemment vous ne le faites pas manuellement image par image, vous allez utiliser dans ce cas-là le menu fichier script processeur d'image de Photoshop. Fichier script processeur d'image est un système qui permet de convertir les images qui sont dans un dossier, elles peuvent être des milliers, de les convertir dans un certain format, notamment le format Photoshop. Mais nous, c'est une seule image qu'on va convertir ici, donc on n'utilise pas fichier script processeur d'image. Je vous répète toujours la règle habituelle en infographie et en informatique d'une manière générale. Si vous faites les choses répétitives et ennuyeuses qui prend plusieurs heures et ça vous ennuie, vous arrêtez et vous regardez sur Google s'il n'y a pas un système qui permet d'automatiser. Par exemple, si vous avez des milliers d'images JPEG à transformer en format Photoshop et que vous le faites manuellement à un certain moment, vous allez voir sur Google, vous allez certainement trouver qui parle du processeur d'image, de Photoshop. Je le dis, je l'ai déjà dit parce que malheureusement je vois trop souvent des débutants en infographie qui passent un temps bête à faire des choses qui peuvent être faites rapidement. D'ailleurs, dans certaines formations, il y a
des participants en formation qui sont de très mauvaise humeur quand ils apprennent que, en fait, il y a un système qui permet en 3 minutes de faire ce qu'ils faisaient en 5 heures. Ça les met vraiment de mauvais poil. J'ai déjà eu des phrases de style mince, si j'avais su ça avant, j'ai passé des jours et des jours à travailler des images, c'était pénible. Si j'avais su qu'on pouvait le faire facilement. Donc on a toujours intérêt, ça fait partie vraiment des compétences de l'infographiste, de l'informaticien, d'aller voir, d'être au courant des systèmes qui permettent d'automatiser. Donc ici, est-ce qu'on fait une importation ou une ouverture d'image? On fait une ouverture d'image dans Photoshop. C'est une image pixel. Photoshop est un logiciel qui traite typiquement les pixels, donc je fais fichier, ouvrir. J'ai pas besoin d'apporter quelque chose d'exotique comme ça. Ça, ce sera pour apporter des vecteurs dans Photoshop qu'on va faire fichier importation. Mais pour ouvrir des pixels, c'est fichier ouvrir. Je vais enfoncer la touche F sur le clavier, bien que ce ne soit pas ultra nécessaire ici sur vos PC. Je pense, essayez un peu. Maintenant, quand vous êtes dans Photoshop avec la barre d'espacement, est-ce que vous arrivez à bouger l'image dans la fenêtre? Barre d'espacement pour appuyer la main, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Enfoncez la touche F sur votre PC Windows. Vous n'allez pas avoir de différence quasiment, mais maintenant vous allez pouvoir bouger l'image sur sa fenêtre, grâce à ça. Donc quand vous zoomez, vous n'avez pas toute l'image qui est visible en entier. Avec la barre d'espacement, vous arrivez maintenant à bouger l'image dans la fenêtre. Bon, sur le Mac, j'ai dû faire la touche F, et ça s'est vu que c'est passé plein écran. Sur le PC, ça ne se voit pas que ça passe plein écran, mais ça vous donne la possibilité avec la barre d'espacement de bouger l'image dans sa fenêtre. Donc ça, c'est une petite astuce, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on est dans Photoshop de pouvoir bouger l'image comme on veut sur l'écran, vraiment. Alors je reviens un peu en arrière et en effet je ne vous avais pas dit de prendre une image qui contient quand même un nombre correct de pixels. Donc ici dans les résultats Google, dans les outils, je vais demander plus d'outils, afficher les tailles. Comme ça sur les vignettes, avant même de faire un contrôle-clic dessus, je vois quelles sont les images qui n'ont vraiment pas assez de pixels pour faire un travail sérieux. Je vous rappelle qu'ici on va faire apparaître une image dans Illustrator à travers des formes qui vont servir de masse. Donc l'image va réellement être visible. Il ne s'agit pas ici de vectoriser. Quand on vectorise, le nombre de pixels de l'image n'a pas trop d'importance. On peut partir d'images floues, ça peut donner très bien. Quand on les transforme en vecteur. Mais ici c'est pas ça, on ne va pas transformer en vecteur, on va faire apparaître l'image à travers un masque et l'image va vraiment être visible dans le travail final, donc il faut qu'elle soit de qualité. Voilà, donc il faut prendre une image, par exemple celle-ci, 480 sur 273, c'est pas clairement pas assez. Ça va être flou. Prenez une image qui a au moins une mesure au-dessus de 1000, par exemple 1024 768. Ici, c'est tout à fait c'est le minimum pour avoir un résultat valable. Donc dans ce cas-là, oui, on fait un contrôle-clic sur l'image, on va sur l'onglet et on demande afficher l'image, absolument. Et là, on fait clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus parce que j'ai déjà mon image, mais... Donc voilà, erreur de ma part, j'aurais dû vous dire de prendre une image qui a quand même une définition suffisante. Parce qu'on va faire du masquage en fait, elle va vraiment apparaître dans le travail final Illustrator. Voilà, donc de retour dans Photoshop, quand l'image est ouverte dans Photoshop, on va simplement l'enregistrer au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Et dans votre dossier, vous enregistrez au format Photoshop. C'est le premier de la liste ici, dans la liste des formats. Voilà, donc regardez bien dans quel dossier vous l'enregistrez. Il n'est pas interdit de réduire un peu le nom de l'image, si c'est long. Mais en tout cas, voilà, c'est un enregistrement en format PSD. Donc format n'a rien à voir avec les dimensions de l'image, bien entendu, c'est juste la manière d'enregistrer les données de l'image sur le disque dur. C'est le format de fichier. Donc voilà, on enregistre. Et on peut même la laisser ouverte dans Photoshop, c'est pas un